nous avons dépassé le quart d'heure. Mhm. Notre secrétaire général m'a fait signe de démarrer. Je vais, par droit d'aînesse, si Nasser, présenter Samar, qui est un peu notre jeune collègue, mais c'est notre enfant aussi. Hein. Bentna, qui m'encolou. Oui. Le plaisir de remercier aussi la Société tunisienne des maladies respiratoires, Madame Hamza, Youssina Maalej, les Fatma, euh, les, tout le monde, les Mhiri, il ne faut pas que j'oublie les gens, enfin, donc Zohair, bien sûr. Zohair, il s'est fait vacciner, il faut lui dire Mabrouk, Zeda. Donc, Mabrouk. donc, il faut remercier tout ce monde-là, remercier Salut. Teriak, remercier Bassem, Abdi Ibrahim, si je salue. Abdi Ibrahim. Abdi Ibrahim. Après Abdi Ibrahim, bon, c'est une filiale de Teriak, donc on va remercier Abdi Ibrahim. Et puis surtout, remercier Samar qui nous a fait le grand honneur et le plaisir de nous parler d'un problème d'actualité. Il n'y a pas plus d'actualité ça que la vaccination. Bon, je vais la présenter. Samar Samoud, vous la connaissez tous. C'est une de nos illustres professeurs agrégés d'immunologie. On la connaît aussi parce qu'elle s'occupe d'un autre secteur très important et très crucial pour nous, qui est l'allergologie moléculaire. Et je vous demande de lui envoyer vos prélèvements à Pasteur et je le remercie pour l'aide qu'elle fait. Elle s'occupe aussi beaucoup d'immunologie, elle s'occupe dessus de la vaccination. J'ai déjà entendu plusieurs fois son exposé sur la vaccination. C'est un régal, c'est du délice. Donc, je vais vous laisser le plaisir de l'écouter. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez lever la main, nous l'écrire. Si Nasser Rouet va modérer donc la séance beaucoup plus que moi, il va pouvoir faire la synthèse des questions et les présenter à notre oratrice. Merci à tout le monde encore une fois. Merci à la société, merci à Abdi Ibrahim, merci à toi Samar et à toi la parole. Bon, moi, qu'est-ce que je peux dire après mon maître Ali Ben Khadem? Qu'est-ce que je peux dire? Merci beaucoup de m'avoir associé donc à cette journée que vous présentez. J'espère pouvoir répondre à certaines questions. J'espère aussi qu'on puisse donc discuter ensemble et parler d'un sujet très important aujourd'hui pour nous, la vaccination anti-Covid, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a envie de reprendre notre liberté. Et que la seule possibilité de reprendre une vie sociale et de reprendre notre liberté, entre guillemets, c'est de se faire vacciner pour pouvoir atteindre donc l'immunité collective et ce qui est très important. Donc là, je vais commencer. Donc, voilà. Et bien sûr, je remercie tous mes maîtres et donc, qui sont là et qui m'ont associé à ce webinaire. Donc, voilà. Je fais... Est-ce que c'est bon? Oui, professeur Samoud, c'est bon. Oui, c'est bon. Je vais masquer la vignette. OK. Donc aujourd'hui, on va parler de vaccins contre le SARS-CoV-2, les concepts, les types et la situation en Tunisie. D'accord? Donc, il ne faut jamais sous-estimer les petits adversaires. Un lion se voit, mais pas un virus. Les coronavirus sont des virus enveloppés avec un grand adénome, notre coronavirus vert, avec un grand génome d'ARN simple brun à sens positif. Ce qui est très important, c'est que ce coronavirus, donc SARS-CoV-2, il n'est pas totalement inconnu pour nous, parce qu'on a fait des études précliniques de vaccins aussi, même, contre le SARS-CoV-1, le SARS-CoV, qu'on appelle SARS-CoV, et le MERS-CoV, soutenu aussi par CEPI. CEPI qui aujourd'hui soutient le système COVAX, d'accord? Et on connaît déjà la cible antigénique des vaccins, qui est la protéine S, ce qui est très important, parce que c'est un peu la clé donc, de la vaccination aujourd'hui. SARS-CoV-2 se lie à l'ACE2 sur les cellules hôtes et c'est ensuite que ça va être endocytosé et comme ça, il va pouvoir infecter les cellules. Les anticorps se lient à la protéine S et les anticorps qui vont être produits ou par une infection naturelle ou par le vaccin se lient à la protéine S et en particulier au récepteur binding domain.
donc un récepteur particulier qui permet donc l'attachement à la cellule et neutralise le virus. Mais avant de parler de SARS-CoV-2 et ses donc, voisins SARS-CoV et MERS-CoV, il y a en général 7 coronavirus humains identifiés. Il y en a 4 qui ont une pathogénicité relativement faible, HCoV, donc HCoV-229E, OC43, NLC63 et HKU1, qui sont responsables d'infections saisonnières et généralement bénignes des voies respiratoires donc supérieures, à peu près 15 à 30% des rhumes courants chez les adultes. Et puis, il y a ces fameux coronavirus virulents qui sont SARS-CoV, MERS-CoV et dernièrement SARS-CoV-2 qui, eux, sont hautement pathogènes et responsables d'infections graves des voies respiratoires inférieures. C'est vrai que la vaccination ne peut pas représenter la solution unique et parfaite à toutes les pathologies infectieuses. Mais oui, elle reste, avec l'amélioration de l'hygiène, un pilier essentiel du bien-être des sociétés humaines et elle le sera encore dans l'avenir. Et ici, vous vous rappelez de l'histoire de la vaccination, quand on sait ce qui est arrivé avec la vaccination de la variole et comment ça a changé l'histoire de l'humanité sur le plan sanitaire, on ne peut que être pro-vaccination. Je reviens sur le développement des vaccins traditionnels et comment ça a été accéléré après. Donc, un vaccin traditionnel, il va y avoir des années pour les études précliniques, entre 2 et 4 ans pour les études toxicologiques, puis il va y avoir toute la phase clinique qui dure à peu près 5 à 7 ans. Donc, 1 à 2 années pour la phase 1, 2 ans pour la phase 2 et 2 à 3 ans pour la phase 3. Et ce n'est qu'après que toutes ces phases-là ont lieu qu'on va donc les soumettre aux agences donc, qui peuvent nous donner donc, l'autorisation de mise sur le marché, que ce soit l'FDA, l'Agence européenne de médicaments, en Tunisie, donc la DPM, etc., pour après donc, pouvoir produire et distribuer. Ça prend 15 ans. Donc, vous voyez, ça prend vraiment 15 ans et dans les meilleurs des cas, dans les derniers essais, quand on avait déjà des choses préalables, on peut les faire en 5 ans. Mais vraiment, 15 ans, c'est l'histoire traditionnelle, classique d'un développement de vaccins pour comprendre vraiment le défi et le challenge qui a été fait cette fois. Ce qui vous semble un peu proche de la carte de l'Afrique, c'est la protéine S avec en rouge ce RBD, donc le récepteur binding domain qui est en rouge. Pourquoi j'en parle? Parce que là, je vais parler de ce qui s'est passé pour le vaccin anti-SARS-CoV-2. Au fait, puisque, comme je vous ai dit au début, la protéine S, on la connaissait déjà. On la connaît parce qu'on a fait tous les essais, que ce soit cliniques ou aussi des essais de vaccins pour SARS-CoV et MERS-CoV. C'est pour cela qu'on a pu gagner donc, des années pour cette phase préclinique et en quelques mois, on a fait cette phase préclinique, d'études précliniques. Après aussi, en quelques mois, on a fait des études toxicologiques. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà pu bénéficier de tous les travaux qu'on a fait avant. Après, donc, quand on est passé vers les essais cliniques, cette fois-ci, il y a eu un truc extraordinaire. On a fait la phase 1, phase 2, phase 3, on a fait toutes les phases, mais en chevauchant les phases. Dans les règles de l'art, on fait vraiment ce qu'il faut pour les différentes phases, mais en chevauchant les phases. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a pris le risque de produire le vaccin alors que la phase 3 n'a pas été donc terminée et parfois vraiment au tout début de la phase 3. Ça, c'est un risque financier énorme qui a été pris et il y a eu soumission donc aux agences qualifiées et ils ont donné pour la première fois donc des autorisations de mise sur le marché en urgence et pas définitive comme c'est l'habitude, comme c'était l'habitude. Et ceci nous a pris 10 mois. 10 mois, imaginez, de 15 ans,
on s'est trouvé dans laps de temps de 10 mois jusqu'à 1 an et demi, bien sûr. Il y en a encore des essais cliniques et des vaccins qui sont en cours. Et ça, c'est extraordinaire parce que la recherche, on peut être les meilleurs chercheurs du monde. S'il n'y a pas de financement et s'il n'y a pas de risque financier, la recherche ne peut se faire qu'avec de l'argent, avec le risque financier. Et c'est ce qui a fait la différence cette fois-ci pour les vaccins anti-SARS-CoV-2. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 180 vaccins candidats basés sur plusieurs plateformes. L'OMS donc, met ce lien pour les personnes qui veulent suivre tout ce qui se passe. Et les plateformes sont divisées en approches traditionnelles et plateformes nouvelles. Et c'est très important. Et je crois que c'est une des données qu'on va retenir au cours de ce webinaire. C'est donc maintenant, on va avoir en tête ce que ça veut dire une approche traditionnelle et une approche de plateforme nouvelle. Et c'est ce qui a fait la différence cette fois-ci. Donc, je vous montre, ça c'est une image de Nature, qui est de la revue Nature, qui montre les différents types de vaccins qui existent aujourd'hui. Là, on a notre coronavirus. Cette petite ventouse, c'est la protéine S, d'accord, qui en 3D, elle a une image, moi je trouve qu'elle ressemble à l'Afrique, je ne sais pas pourquoi. Et le RBD, ça ressemble un peu à la Tunisie d'ailleurs. Le RBD, c'est donc ce domaine-là qui est vraiment là où se fixe, c'est grâce à ce récepteur en particulier que le virus se fixe sur la CE2 de la cellule, donc de la cellule. Donc, il y a, comme je vous ai dit, plusieurs types de vaccins. Il y a les vaccins classiques qu'on connaît. Donc, c'est les plateformes traditionnelles. Là, c'est un vaccin qui est donc basé sur un virus inactif, non actif. Et l'exemple type, je reviendrai après, sont les vaccins chinois, Sinovac et Sinopharm. Et il y a aussi le vaccin évolué aussi indien Bharat. D'accord ? Et puis là, il y a les vaccins, les vaccins à base de virus atténués. Donc là, il n'y a pas un qui est à un stade très, très évolué. Ces deux-là, ce sont deux plateformes vraiment et appartiennent à la plateforme traditionnelle classique qu'on connaît. Après, il y a les vaccins qui sont basés sur des protéines recombinantes, qui utilisent des protéines recombinantes. Là, pour le SARS-CoV-2, on a utilisé ou la protéine S complète, ou l'RBD, donc le domaine lui-même, ou aussi donc, des particules virales aussi, donc aussi des protéines, donc des particules de type viral. Ceci, les protéines donc recombinantes, c'est aussi une technique traditionnelle. Ceci dit, il y a une petite nouveauté concernant le SARS-CoV-2 et je reviendrai en détail. Pour maintenant, je vais aller vers les plateformes nouvelles. Donc, il y a pour les plateformes nouvelles, il y a ce qu'on appelle les vaccins à vecteur viral, donc à vecteur viral ou un vecteur viral non réplectif ou réplectif ou autre. Mais ce qui est très important, c'est que pour la phase 3 et les vaccins qui sont les plus évolués, on a utilisé des virus à vecteur viral non réplicatif. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi les vaccins qui utilisent donc l'ADN, donc ils utilisent un ADN pour créer ce vaccin. Et il y a aussi, enfin les vaccins à ARN messager, qui est les fameux vaccins à ARN messager qui ont été donc très, très discutés dernièrement pour le SARS-CoV-2. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Donc, il y a 155 candidats qui sont en phase préclinique, c'est-à-dire qui sont encore en phase préclinique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés aux phases cliniques. Il y a plusieurs types, bien sûr. Par exemple, le bleu ciel, c'est des vaccins qui utilisent des virus non actifs. Les bleus foncés, des vaccins qui utilisent les virus atténués vivants.
Le vert clair, c'est qui utilise les protéines recombinantes. Les verts foncés utilisent aussi des protéines, mais recombinantes, mais de type VLP, donc particules virales, etc. Donc, les RN, l'orangé, c'est ARN messager, le rouge foncé, c'est ADN, etc. Ce qui est le plus important, c'est donc ce camembert-là qui parle des candidats qui sont en phase clinique. Donc, ils sont en phase 1, 2 et 3. C'est les plus importants. Et encore plus important, c'est dans cette phase clinique sont partagées donc, ainsi, c'est les vaccins qui sont en phase 3. C'est ceux qui nous intéressent parce qu'il y en a qui sont commercialisés, qui sont déjà, donc, il y a plus de, donc, maintenant de 250 000 millions de doses qui ont été injectées, ou peut-être 300. Hein. Je pense que dernièrement, on est arrivé à 300 donc, millions de doses qui ont été injectées de par le monde par ces vaccins qui sont arrivés à la phase 3 et dont certains ont eu donc l'autorisation de mise sur le marché d'urgence. D'accord. Bon, certains, ils ont eu dans certains pays même une autorisation définitive, mais la plupart, c'est une autorisation de mise sur le marché en urgence, comme c'est le cas d'ailleurs en Tunisie. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cette phase réellement qui nous intéresse, qui est la plus importante? Les autres, on va les suivre pour le futur, mais c'est ceux-là qui sont donc à suivre et à utiliser actuellement. Il y a deux qui sont à type d'ARN messager. Les types d'ARN messager, c'est deux, c'est Pfizer Biotech et c'est Moderna. Il y en a 4 qui utilisent donc le vecteur viral non réplicatif. Il y a donc AstraZeneca, il y a Sputnik, il y a Johnson Johnson et il y a aussi donc CanSino, le chinois. Il n'a pas encore aussi il y a un 5e donc indien, mais qui n'est pas encore donc il est en phase 3 mais non encore commercialisé. Il y a un qui est donc en phase comment dirais-je, phase 3, qui est très proche et qui est à base de protéines recombinantes, Novavax, protéine recombinante, la protéine S. Et il y a deux, on va dire 4. Pourquoi? Parce que en fait, Sinopharm, il développe 2 vaccins Sinopharm selon 2 instituts. Donc 2 vaccins Sinopharm à base de virus non actifs. Il y a le vaccin donc Sinovac, le chinois aussi, et puis il y a le Bharat l'indien. Donc voilà les vaccins qui nous intéressent et qu'on va parler de certains de manière plus profonde et plus focalisée parce qu'ils sont ils vont être utilisés en Tunisie. Avant ça, on va essayer de parler de ces plateformes. Comment ça se passe? Comment ça se développe donc le vaccin ARN messager? Le vaccin ARN messager, donc c'est un ARN messager qui est fabriqué en laboratoire à partir d'un modèle de virus. L'ARN est injecté dans le corps de la personne à vacciner. L'ARN donne l'ordre à la cellule de fabriquer une protéine spécifique de coronavirus. Bien évidemment, et c'est très, très important à savoir, cet ARN messager, il est donc encapsulé dans des nanoparticules lipidiques qui l'aident à s'introduire dans les cellules, sauf que ces nanoparticules, donc, elles sont très fragiles, conçues pour se dégrader progressivement afin de ne pas causer de dommages à l'organisme. Et donc, c'est vraiment très fragile et il ne risque pas de rester longtemps ni d'endommager. Et il ne peut jamais, et je répète, jamais, se dégrader, entrer dans le noyau, ni, comment je fais pour diminuer? Qu'est-ce que je fais? Je veux, oh là là, je veux rabaisser, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, peut-être je vais échapper. La touche moi, peut-être, la touche moi. La touche? Contrôle-moi. J'ai pas su. Je veux.
parce que j'ai agrandi sans me rendre compte. Est-ce que je peux échapper et revenir? Ah voilà, c'est bon, c'est bon, C'est bon. c'est bon. Donc voilà. Donc, et jamais il ne peut donc intégrer le noyau. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que il n'a pas de possibilité. C'est un ARN messager vraiment très simple, très primitif. Il n'est pas très complexe. Et bien sûr, l'ARN messager ne peut pas donc il ne peut pas intégrer le noyau, sauf si par hasard c'était un ARN messager qui avait donc une transcriptase inverse. Ce n'est pas le cas du tout. Et même si par un pur hasard il y avait en même temps un virus, par exemple le virus à HIV, qui possède lui la transcriptase inverse qui permet donc de revenir vers donc le stade ADN, cet ARN messager n'est pas assez complexe et donc il ne peut pas se brancher sur cette transcriptase inverse pour pouvoir donc se revenir vers le stade ADN. Il n'y a aucun risque, mais aucun, pour qu'il y ait donc un changement à ce stade-là. Après, donc, une fois la protéine spike, donc, elle va donner l'ordre, il va y avoir les protéines formées qui sortent de la cellule et elles vont être détectées par le système immunitaire et introduites sans être encapsulées et elles vont induire, et c'est une chose très, très, très importante que je vais répéter et répéter et répéter, elles vont induire une réponse B, donc créer des anticorps spécifiques contre la virus, mais aussi une réponse T très importante. C'est une réponse humorale et une réponse cellulaire. Et ceci est capital. Je reviendrai là-dessus. Le seul exemple qu'on connaît de vaccin à type d'ARN messager est justement contre le SARS-CoV-2. On n'avait pas un autre exemple de virus. C'est une première mondiale d'avoir un virus à ARN messager. Donc les avantages, c'est la facilité de production, c'est l'excellente immunogénicité, c'est la facilité de s'adapter aux nouveaux mutants. C'est très important, c'est très très important. Dans le cas où vraiment il y a un mutant qui va échapper à tous les vaccins, il y a donc avec la plateforme qu'on a pour l'ARN messager, on a la possibilité d'ajuster un vaccin et de fabriquer des vaccins entre 4 et 6 semaines, ce qui est très important. Et bien sûr, je vous ai dit, ça donne une réponse humorale et cellulaire. Les limites, c'est l'activation accrue de la réponse innée, parce qu'il y a vraiment ça booste la réponse immune. Et bien sûr, on ne connaît pas les effets à long terme, qui restent inconnus, donc on va suivre. Il n'y a pas vraiment de grands risques, vraiment pas, mais on va quand même donc étudier les effets à long terme. Mais le risque de nous changer donc, sur le plan génétique, ça c'est vraiment zéro risque. Donc voilà, réponse. Maintenant, je vais passer donc les vaccins à adénovirus, à vecteur viral. Donc, un vecteur viral non réplicatif. Donc, on a l'adénovirus qui affecte la cellule. Pour Sputnik, ils vont utiliser 2 types d'adénovirus humains, donc différents, justement pour éviter la réponse immune au premier adénovirus à la deuxième dose. Et pour AstraZeneca, c'est un adénovirus de primate, en l'occurrence du chimpanzé. Donc, cet adénovirus, donc, il va introduire avec le vecteur internalisé et il va entrer par contre dans le noyau. Bien entendu, donc, il est non réplicatif et il va entraîner la formation de protéines S qui, elle, donc, va gérer exactement la même chose que tout à l'heure, donc la réponse humorale et cellulaire quand elle va, c'est exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir les protéines qui vont être formées et qui sortent, et le fait qu'elles ne sont pas encapsulées, donc elles vont entrer directement donc, dans le système immunitaire de la cellule dendritique et vont engendrer donc une réponse cellulaire et humorale.
Donc, ça va donner une réponse humorale et cellulaire, une excellente immunogénicité, une réponse. Et les limites, c'est l'immunisation préalable peut limiter l'efficacité. C'est pour cela que je vous ai dit que, c'est pour cela que, par exemple, pour Sputnik, il utilise 2 adénovirus différents. Et les effets à long terme restent aussi inconnus. Très peu de risques, mais quand même restent inconnus et à suivre. Maintenant, je vais passer aux vaccins protéiques qui sont… Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, donc, on a un exemple qui est… Je ne sais pas si vous voyez… donc, excusez-moi. Bon, d'accord. Donc, là, pour les vaccins protéiques, c'est une plateforme classique comme les autres vaccins traditionnels, sauf qu'ici, elle est entre deux, donc entre vaccin classique et vaccin et nouvelle plateforme. Les vaccins protéiques, normalement, qu'est-ce que ça donne? Normalement, au fait, c'est des protéines membranaires, donc protéines S-spike ici dans ce cas, ou RBD, qui vont être donc introduites au niveau de la cellule et qui vont après donner une réponse immunitaire. D'accord? Sauf que réponse immunitaire humorale seulement. Pourquoi? Car la protéine est captée de l'extérieur par la cellule dendritique, mais elle reste dans les vésicules d'endosomes, ce qui n'est pas le cas pour les autres vaccins ARN messager et vaccins à adénovirus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour le Novavax, on a utilisé un moyen pour avoir une réponse cellulaire aussi. Au fait, avec Novavax, la protéine S est enrobée dans une nanoparticule lipidique. Et donc, cette nanoparticule lipidique, elle va fusionner avec la membrane basale. Et comme ça, les protéines S vont être libres et non dans les vésicules. Et c'est ce qui va des vésicules d'endosomes. Et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir non seulement avoir une réponse humorale, mais avoir aussi une réponse cellulaire. Et c'est ça la caractéristique de Novavax. Donc, c'est une plateforme classique, mais qui a été modulée de telle sorte qu'on va se retrouver avec une plateforme classique rénovée, Novavax, comme Novavax d'ailleurs, donc pour pouvoir avoir cette réponse cellulaire qui est très importante, et je reviendrai là-dessus. Et l'exemple qu'on connaît de vaccin classique protéique, c'est le vaccin de l'hépatite B, le vaccin de la grippe. Ce sont 2 exemples de vaccins protéiques. Maintenant, je vais passer au vaccin donc inactif, donc exemple type le polio, et le vaccin non actif, donc comme je vous ai dit, il y en a donc en phase 3, Sinovac, Sinopharm et Bharat. Donc là, c'est le vaccin donc à type de virus non actif qui, quand il est introduit, donc donne aussi des peptides, mais c'est une réponse immunitaire humorale, car les antigènes sont captés à l'extérieur, comme pour les protéines recombinantes classiques par la cellule dendritique, et restent dans les vésicules d'endosomes. Et tant qu'ils restent dans les vésicules d'endosomes, il y a seulement donc une réponse humorale. Les avantages, c'est une plateforme classique, peu d'effets indésirables, immunisation par plusieurs antigènes en même temps, mais les limites, comme je vous ai dit, c'est l'efficacité relativement limitée, car les réponses humorales seulement, mais peut être améliorée. Dans le cas de Bharat, on attend justement le vaccin Bharat qui, lui, donc ils ont rajouté certains adjuvants, et ces adjuvants-là donc ont permis la stimulation de TLR7 et TLR9, et on n'a pas encore, donc selon les premières données, donc donné aussi une réponse immunitaire cellulaire, ce qui pourrait être intéressant après pour nous si on va utiliser donc ce vaccin, ce type classique de vaccin. Et permettez-moi de vous dire que je ne sais pas si… pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Je vais être très…
il n'y a pas photo entre les nouvelles plateformes et les plateformes traditionnelles. Le virus SARS-CoV-2 a vraiment besoin de ces nouvelles plateformes et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez donc une primo-infection, il y a les TCD8, il y a une réponse cellulaire TCD8 mémoire, mais il y a cette réponse B, donc des anticorps, classiquement, d'accord? Et quand il y a réinfection, c'est les anticorps qui sont produits par le corps lors de la réinfection sont des anticorps totalement neutralisants. Et donc, ils n'ont pas besoin de réponse cellulaire. Et ça, c'est ce qu'on connaît classiquement pour le virus. Ce qui se passe, donc, bien sûr, la primo-infection, ça, c'est que ces slides, ça donne les symptômes de la primo-infection, la fièvre, etc., et tous les autres, les frissons, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette immunité de réinfection qui donne des anticorps neutralisants, totalement neutralisants. L'exception est les coronavirus. SARS-CoV-2, et ce n'est pas seulement SARS-CoV-2, je veux dire les coronavirus, même SARS-CoV et MERS-CoV, ils donnent des anticorps pas assez neutralisants, de sorte qu'on ne peut pas donc pouvoir contenir la réinfection avec seulement la réponse humorale. Ce n'est que l'immunité cellulaire qui peut nous permettre de pouvoir contenir la réinfection, de pouvoir donc gagner cette réinfection. Et c'est très, très important. Donc, tous les vaccins qui ne donnent pas d'immunité cellulaire ne peuvent être que très limités pour leur efficacité. C'est très important de comprendre cette notion par rapport donc, au vaccin anti-SARS-CoV-2. Maintenant, je vais donner des noms à tout ce qu'on a dit. Donc, les vaccins ARN qui sont aujourd'hui commercialisés en phase 3, il y a donc Moderna qui a publié donc, sa phase 3 et Pfizer aussi. Et Pfizer d'ailleurs, il a son AMM en Tunisie. Moderna l'aurait eu sans problème, évidemment, sauf qu'il n'a pas déposé son dossier. Et on sait très bien que Moderna aujourd'hui est focalisé plutôt sur l'Amérique du Nord, très peu en Europe, et que c'est beaucoup plus pour les besoins donc, des États-Unis, du Canada et beaucoup moins dans les autres pays. Donc, mais il aurait eu son AMM s'il a déposé son dossier. Et il y a donc 4 vaccins à vecteurs viraux non réplicatifs. Donc, il y a justement AstraZeneca, il y a Sputnik, donc Amalia, il y a Johnson & Johnson et il y a CanSino, le chinois. Donc, pour AstraZeneca et Sputnik, ils ont déjà publié leur phase 3 et ils ont tous les deux leur AMM en Tunisie. Et je parlerai après d'AstraZeneca si vous en avez besoin, si vous me demandez, mais par rapport donc, aux effets secondaires. Et donc, il y a Johnson & Johnson qui est très avancé. Et puis, il y a qui a déjà eu donc, au Canada aussi donc, sa permission d'être commercialisé au Canada. Et puis, il y a CanSino, le chinois, qui est un peu à la traîne, donc, mais qui est en phase 3. Après, il y a donc les quatre vaccins non actifs, donc les 2 Sinopharm, qui sont de 2 instituts donc, différents chinois, donc les deux instituts, Wuhan et Beijing, donc chinois. Et puis, il y a Sinovac, qui a eu son AMM en Tunisie. Je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas très d'accord, personnellement. Et puis, il y a Bharat, qui est donc le vaccin indien, qui, franchement, il est encore en phase 3, mais qui est très intéressant par rapport à ce type donc, de vaccin. Et pour les vaccins à partir de protéines recombinantes, celle qui est en phase 3, c'est le Novavax, type de protéines recombinantes, et qui est aussi très, très avancé. Et comme Johnson & Johnson, je pense que bientôt, il va être commercialisé en Europe et pourquoi pas après l'avoir en Tunisie.
Pour les vaccins Covid-19 autorisés en Tunisie. Donc, voilà ce qu'on a. On a donc, il y a les 4 qui ont leur phase clinique 3 publiée sont Moderna dans New England Journal of Medicine. Donc aussi pour Pfizer ici pour New England, Moderna aussi New England Journal of Medicine, AstraZeneca dans Lancet et donc Sputnik dans Lancet. Nous, ce qu'on a, donc c'est les 4 uniquement jusqu'à aujourd'hui qui ont publié leur phase 3. Et en Tunisie, on a déjà donc 3, Pfizer, AstraZeneca et Sputnik qui ont leur AMM tunisien. Aussi, c'est une autorisation, c'est une AMM donc d'urgence. Il y a aussi Sinovac qui a reçu son AMM. Sinovac n'a pas publié sa phase 3, il est en phase 3, il a publié uniquement la phase clinique 1 et 2, mais il n'a pas publié donc sa phase 3 dans Nature. Concernant les efficacités et l'efficacité par rapport aux formes sévères, etc. Donc, pour Pfizer, il a 95% d'efficacité globale. Pour AstraZeneca, au début, on parlait de 70, entre 62 et 90, mais maintenant, on a 2 enquêtes de vie très, très intéressantes. Une qui a été faite en Écosse et l'autre sur la Grande-Bretagne, et qui a donné 81% d'efficacité, qui ont été publiées dans Lancet. Pour Sputnik, c'est 91,6%. Pour Sinovac, c'est 50%. Et 50% déjà pour la phase 1 et 2, parce qu'il y a un peu des données qui ont été divulguées pour la phase 3, mais on n'a pas les résultats de la phase 3. Pour l'efficacité sur les formes sévères, 90% pour Pfizer, 100% pour AstraZeneca et pour Sputnik, mais c'est vrai que dans les enquêtes de vie, et pour moi c'est beaucoup plus intéressant, donc on est en train de voir donc une très grande efficacité pour Pfizer et pour Moderna aussi, qu'on n'a pas en Tunisie, et qui est très proche, sont très proches aussi pour AstraZeneca, qui sont efficaces. Pour Sputnik, on se limite des données de la phase 3 et on aura peut-être les enquêtes de vie parce qu'aujourd'hui, il y a 6 millions de Russes qui ont été vaccinés par Sputnik 5, mais on n'a pas encore les données de cette enquête de vie. Pour Sinovac, on n'a pas de données et ce qui est connu, c'est que c'est beaucoup moins efficace contre les formes sévères, et je vous ai expliqué pourquoi, parce que ça donne une réponse humorale, mais on n'a pas de données. Pour les efficacités sur les sujets âgés, donc on a pour Pfizer de 60 à 75 ans une très grande efficacité qui est de l'ordre de 95%. Pour Pfizer, pour AstraZeneca, ça a été l'étude de la phase 3, parce que je fais la différence toujours. Pour celle, je vous mets les résultats de la phase 3 et puis je rajoute ce qui est encore plus intéressant, qui sont les études de vie, donc de l'enquête de vie après vaccination, surtout que ça se passe sur des millions de personnes. Donc, pour AstraZeneca, les 2 études dont je vous ai parlé, l'écossaise et la britannique, donc ces deux études ont montré une très grande efficacité de Pfizer et d'AstraZeneca, déjà après la première dose, et ça donne une efficacité, donc quand même pour des sujets âgés pour AstraZeneca. Pour Sputnik, on n'a pas des données d'enquête de vie, mais ce qu'on sait, c'est que pour l'enquête de la phase 3, donc la phase clinique 3, ils ont inclus 1611 personnes qui étaient âgées de plus que 60 ans, dont la plus âgée était âgée de 92 ans, et que ça donnait une efficacité de 91,8%. Donc, ça semble efficace en attendant bien sûr les enquêtes de vie. Pour Sinovac, donc, la phase clinique 1 et 2 a inclus des personnes de 18 à 59 ans et on n'a pas de données au-delà de cet âge-là.
Comme je vous ai dit, bon, c'est vrai que ça, c'est les données de la phase 3, mais aujourd'hui, on a dépassé ça pour ces 2 vaccins parce qu'on a les enquêtes de vie qui sont vraiment très, très, très intéressantes. L'efficacité en cas de comorbidité, donc 94% pour l'efficacité pour Pfizer, un tiers de la cohorte avait de l'obésité, ils n'ont pas pris comme critère, mais ça donnait aussi une efficacité, donc au total 95%, donc vraiment c'est efficace pour les comorbidités. Pour AstraZeneca, donc ils n'ont pas inclus ils n'ont pas donné, il n'y a pas de données claires, mais ils ont inclus donc l'HTA et diabète. Ils n'ont pas mis des critères particuliers pour HTA et diabète, mais comme je vous ai dit, les enquêtes de vie qui ont été publiées, je montrerai les 2 publications après. Donc, concernant aussi, c'était 2 études publiées. Donc, concernant Pfizer et AstraZeneca en Grande-Bretagne, que ce soit en Angleterre ou en Écosse, et qui ont donc montré une efficacité très intéressante pour les comorbidités. Pour Sputnik, on n'a pas de données claires, donc là, on va attendre les enquêtes de vie. Pour Sinovac, pas de données et pas de phase 3. Pour les femmes enceintes, aucune étude de la phase 3 n'a inclus des femmes enceintes. Pour Sputnik, c'est très clair. Donc, quand on a la notice pour le vaccin, c'est une contre-indication absolue, la grossesse et l'allaitement. Donc, c'est un problème médico-légal. On ne peut pas donner la grossesse, on ne peut pas donner le Sputnik. En Tunisie, il a été décidé que pour l'allaitement, ça peut, si avec ordonnance médicale, on peut donner peut-être pour la femme allaitante, mais donc pas, c'est une contre-indication absolue pour la femme enceinte. Pour AstraZeneca et Pfizer, donc il n'y a pas eu de femmes enceintes ou allaitantes dans l'étude, mais dans les enquêtes de vie, il y a eu des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Par exemple, certaines femmes ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, elles ont pris le vaccin, après c'est avéré qu'elles étaient enceintes, etc. Et actuellement, il n'y a pas de contre-indication pour les femmes enceintes et pour la femme allaitante. En fait, la décision a été prise, c'est pour cela que je vous ai dit, j'essayais de vérifier les dernières recommandations collégiales qui ont été prises. Pour la femme enceinte, et il faut que ce soit sous prescription donc de son médecin, et pour la femme allaitante, pour Pfizer et AstraZeneca, aucune contre-indication. Pour Sputnik, pour la femme allaitante, prescription par le médecin, et pour la femme enceinte, contre-indication absolue. Donc, ces types de vaccins qu'on a en Tunisie, Pfizer, c'est 2 injections entre 21 et 28 jours, généralement 21 jours, conservés à moins 70, mais aujourd'hui, il se trouve un peu comme la situation de Moderna, donc ils ont fait de sorte qu'il peut être conservé entre moins 15 et moins 20 pendant 6 mois, ce qui facilite vraiment, vraiment les donnes. Là, j'ai mis Moderna juste pour comparer, parce qu'on n'a pas en Tunisie, mais Moderna, c'est aussi 2 doses, c'est 28 jours, pas entre 21 et 28, et il est conservé entre moins 15 et moins 20, 6 mois, comme maintenant Pfizer a pu faire ça aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils peuvent rester entre 2 et 8 degrés pendant 5 jours, ce qui est très, très intéressant pour après, surtout quand on a de grandes doses, pour de grandes quantités de doses, pour pouvoir gérer ça. Et surtout, comme tout à l'heure, professeur Khadr l'a dit, surtout que quand on a, parce que vous savez que Pfizer, c'est 5 doses, donc c'est des multidoses. Donc, c'est important aussi d'avoir un peu cette souplesse entre 2 et 8 degrés. C'est 5 jours, OK, mais au moins quelques heures pour pouvoir, au cas où une personne ne se présente pas au vaccin, etc., pour pouvoir la remplacer. AstraZeneca, c'est 2 doses. Le délai, c'est entre les 2 doses, c'est entre 4 à 12 semaines. Au début, il y a eu plusieurs modèles, donc 4 semaines, 6, 8, 10 et 12. Maintenant, on sait que l'efficacité
et 2 lois meilleures et qu'on arrive à avoir donc la meilleure efficacité en ayant 12 semaines d'intervalle entre la première et la deuxième dose, ce qui est très, très intéressant parce que c'est 3 mois. Et dans un pays comme le nôtre où il peut y avoir des problèmes pour avoir le vaccin, c'est-à-dire pour avoir de grandes quantités de vaccins, ça va permettre de vacciner donc, une grande tranche, une large tranche la première fois, en attendant le deuxième lot qui vient après 3 parce que la deuxième dose, c'est après 3 mois, ce qui est très intéressant. La conservation, c'est entre 2 et 8 degrés, donc 6 mois, la stabilité, c'est la même chose, donc il n'y a aucun problème. Pour Sputnik, c'est 2 gènes sections, c'est 21 jours d'intervalle, ça se conserve à moins 20. C'est stable 2 heures après la décongélation, ça se décongèle très vite, mais ces 2 heures sont très importantes, donc il ne reste pas plus que 2 heures. Elles sont très importantes, ces 2 heures, donc c'est très, très important. Ça, c'est le point un peu faible, et c'est pour cela que c'est beaucoup mieux d'avoir des monodoses. Dans ce cas, comme on a en Tunisie maintenant, c'est très intéressant parce que les monodoses, ça permet de sortir du congélateur vraiment le nombre exact des personnes qui vont être qui vont être vaccinées de suite et de ne pas sortir plus de doses que ça. Pour Sinovac, c'est 2 injections, c'est 14 jours entre les deux et ça se conserve entre 2 et 8 degrés pendant 6 mois et la stabilité, c'est la même. Donc voilà, concernant donc, les 2 études d'enquête de vie dont je vous ai parlé concernant Pfizer et AstraZeneca de l'Angleterre et de l'Écosse, et qui ont montré la grande efficacité, l'importance de la première dose sur les sujets âgés, sur les comorbidités, l'intervalle pour AstraZeneca, etc. C'est vraiment, c'est très important d'avoir des enquêtes de vie, c'est encore mieux que la phase 3. Donc, pour les 2 vaccins à ARN messager, la majorité des réactions, je parle là des effets secondaires, sont pas très graves, donc des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre. Les réactions au vaccin d'ARN messager se font selon 2 doses, donc comme pour tous ces vaccins-là dont j'ai parlé. Donc, les 2 vaccins ARN messager disponibles sont Moderna et Pfizer, comme je vous ai dit. La première dose déclenche une réaction immunitaire, et c'est la deuxième dose, la dose rappel, qui renforce la capacité du corps à lutter contre le coronavirus. C'est pour cela qu'on a ces 2 doses. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, qui est utilisé depuis plus longtemps que le vaccin Moderna, bien que Moderna aussi est de plus en plus aussi répandu et qui a donc généré plus de données, les effets secondaires augmentent avec la deuxième dose. Ça, c'est très important, à savoir Pfizer et Moderna, surtout Pfizer parce qu'on a encore plus d'enquêtes de vie, donnent des effets secondaires encore plus la deuxième fois. Et voilà, donc on a à peu près, donc, selon le VARS, donc, les données de l'US Vaccine Adverse Event Reporting System, donc environ 372 administrés sur 1 million de vaccins. 372 effets secondaires, je veux dire qu'ils sont vraiment embêtants. Ils ne sont pas graves, mais embêtants sur 1 million, donc 372 sur 1 million. Voilà, c'est Nature, ça a été publié dans Nature. Donc, il y a l'infection, la douleur au niveau du site de l'injection. Et vous voyez en orangé, c'est la deuxième dose. La fatigue, les céphalées, les douleurs musculaires, la fièvre, les arthralgies, les frissons, les nausées et puis les œdèmes. Donc voilà, mais ça reste des réactions. Ça, c'est vraiment les réactions qui ont fait donc, le plus. C'est 372 réactions sur 1 million de vaccins donnés. Au Royaume-Uni, donc au Royaume-Uni, le vaccin AstraZeneca nécessite aussi 2 doses selon le système britannique de surveillance. Donc environ, on a 4000 doses, donc de 372 dont on a parlé, de 372
sur 1 million. Là, on passe à 4000 doses qui ont donné des effets secondaires sur 1 million administrés. Ceci dit, parce que je vous ai bien expliqué qu'on est en train de faire des schémas de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines et 12 semaines et que maintenant, on va de plus en plus vers les 12 semaines. Donc, peu de personnes ont reçu une deuxième dose encore de vaccin d'AstraZeneca, surtout pour les 12 semaines. Mais le données d'essais cliniques présenté donc, à l'Agence européenne de médicaments suggère, contrairement à Pfizer et Moderna, que les effets secondaires du deuxième vaccin sont plus doux que ceux causés par le premier. Pour Sputnik, on n'a pas donc des résultats. Ce que rapporte donc pour les données de sécurité pour les vaccins lancés dans d'autres parties du monde, comme les vaccins en Chine et tout, sont plus difficiles à obtenir. Et pour les données préliminaires des essais cliniques de Sputnik 5 à base d'adénovirus en Russie, suggère que les effets secondaires les plus courants comprennent les symptômes pseudo-grippaux et les réactions au site d'injection. Pour AstraZeneca, je ne sais pas pour Sputnik, pour ceux qui se sont fait, est-ce qu'ils ont fait la même chose? Mais pour AstraZeneca, aujourd'hui, ils préconisent avant la première dose de prendre du Doliprane 24 heures avant, d'être reposé aussi, etc. Et comme ça, on a ça tolère plus donc le vaccin. Et on a plus, et c'est normal, hein, c'est normal et logique, on a beaucoup plus d'effets secondaires chez les jeunes que chez les sujets âgés. Et ça booste le système immunitaire parce que ça donne une réponse humorale et cellulaire. Et c'est normal que un système immunitaire bien important pourrait donner des effets secondaires donc plus importants. Au moins pour les vaccins ARN, plus d'effets secondaires, ça c'est sûr que pour les vaccins contre la grippe, au moins pour les vaccins ARN. Et les vaccins ARN, donc Covid-19, génèrent une réponse immunitaire particulièrement forte qui augmente le risque d'effets secondaires, bien que cela signifie également que les vaccins fonctionnent. Mais AstraZeneca aussi donnait aussi des effets de plus en plus, donc en Europe, quand il a d'enquête de vie, donne aussi des effets secondaires encore plus importants que celles de l'ARN messager, surtout pour la première dose. Donc, bien que certains ont reporté des décès, aucun n'a été directement attribué à un vaccin Covid-19. Vous avez certainement entendu tous des 33 résidents des maisons de retraite pour personnes âgées en Norvège. Donc, sont décédés dans les 6 jours après la réception de vaccins, mais les enquêtes menées à la fois par l'Agence norvégienne des médicaments et l'Organisation mondiale et l'OMS ont conclu que ces décès correspondaient au taux de mortalité normaux et il n'y a pas eu de lien avec le vaccin. Le ministère indien aussi de la santé et du bien-être familial a signalé aussi 27 décès dans le pays, mais aucun d'entre eux n'a été lié directement à un vaccin Covid-19 non plus. Vous savez aussi qu'on a, là je n'ai pas noté, mais qu'on a parlé, on a vraiment beaucoup parlé des 30 cas de thrombose, donc de caillots sanguins, de thrombose cérébrale et autres thrombose, donc sur 5 millions de personnes injectées, qui a fait qu'aujourd'hui, on va peut-être maintenant, là où on est en train de faire, ils vont donner donc le verdict concernant l'AstraZeneca, mais personnellement, je pense qu'il va être reconduit et il va être réutilisé et ça reste donc 30 cas sur 5 millions, ce n'est pas vraiment un nombre très important et quand on voit la balance donc bénéfice-risque, c'est vraiment en faveur des bénéfices. Il faut peut-être fignoler encore plus, comme par rapport au Sputnik, je vais vous en parler tout à l'heure, parce qu'il a fignolé un peu les indications donc, à qui on peut donner le vaccin, etc. Peut-être il faut plus d'enquêtes, plus d'interrogatoires et tout, mais la vaccination reste très importante, surtout avec la nouvelle plateforme vaccinale innovatrice. Donc, le vaccin Moderna aussi provoque des réactions anaphylactiques, donc 3 par 1 million de doses administrées, 3. Pour Pfizer, déclenche 5 réactions par million de doses, donc 3 et 5.
C'est vraiment le seul vraiment souci pour les vaccins ARN messagers, bien que ce n'est pas très important en nombre, mais c'est le seul risque. C'est un taux plus élevé que la plupart des autres vaccins, y compris les vaccins anti-grippe annuels, qui déclenchent une anaphylaxie pour seulement une dose sur 1 million. Donc, on a 3 et 5. Pour le vaccin AstraZeneca, 30 cas d'anaphylaxie ont été confirmés au total ce jour, sur à peu près 3 millions de doses administrées. C'est encore plus important. Les spécialistes des vaccins s'attendent à ce que ces taux changent à mesure qu'on a davantage, donc avec les enquêtes de vie. C'est vrai que pour l'enquête d'Écosse et d'Angleterre, on n'a pas vu d'autres cas pour l'anaphylaxie pour AstraZeneca, et pour Pfizer, ça reste dans les mêmes proportions. Donc, les personnes qui ont eu des anaphylaxies ont été hospitalisées, toutes ont été rétablies. Le conseil aux personnes, donc aujourd'hui, la contre-indication absolue des vaccins, c'est une allergie sévère, donc une allergie sévère à l'un des ingrédients des vaccins. Que ce soit, et en Tunisie, on est allé plus loin, donc une allergie sévère à un des composants du vaccin, mais aussi une allergie sévère à un vaccin préalable. Pour une allergie sévère et iatrogène, c'est une contre-indication absolue pour Sputnik. Pour les autres vaccins, une allergie sévère et iatrogène aussi peut être aussi une contre-indication absolue, sauf prescription médicale. Pour les autres allergies médicamenteuses, mais les autres allergies alimentaires, respiratoires ou autres sévères, il faut donc prescription de son allergologue, et donc il doit être surveillé pendant 30 minutes. Si c'est une allergie mineure, eh bien, il peut recevoir son vaccin et être juste donc suivi pendant 15 minutes. Voilà ce qui est les dernières recommandations tunisiennes concernant donc les allergies. Contrairement, je n'ai pas eu le temps de les écrire. J'ai mis après un slide effet secondaire, contre-indication, je reviendrai, mais je peux après améliorer la présentation et vous envoyer les contre-indications. Contrairement au Covid-19, l'anaphylaxie peut être traitée. Oui? C'est bon? Donc, l'anaphylaxie peut être traitée avec des médicaments tels que l'épinéphrine si elle est détectée rapidement. C'est pour cela que c'est vrai, à part les accidents vraiment sévères et les allergies sévères aux composants des vaccins ou à d'autres vaccins, il faut vraiment essayer de donner à la personne son vaccin et la surveiller, parce que les bénéfices sont beaucoup plus importants. 80% des personnes ayant réagi au vaccin Pfizer BioNTech et 86% au vaccin Moderna avaient des antécédents d'allergie selon le CDC donc Atlanta. La cause spécifique des réactions anaphylaxiques reste inconnue, mais l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses il a déclaré qu'il a conçu un essai clinique pour déterminer le mécanisme sous-jacent, mais on ne connaît pas encore comment il va être, quand, etc. Donc, on n'a pas encore les données. Là, c'est ce que j'ai vraiment fait ça à la dernière minute, parce que je suis arrivée un peu tard du travail. Donc, l'allergie sévère, les contre-indications, c'est l'allergie sévère à un des constituants, c'est l'allergie sévère à un autre vaccin ou une allergie sévère iatrogène, c'est l'allergie sévère autre et donc est possible, il peut être vacciné sous prescription médicale. Donc là, il peut être, pour les autres allergies, ce n'est pas de contre-indication, c'est juste une surveillance. La grossesse est sous prescription pour les autres allergies, elle est contre-indiquée pour Sputnik. L'allaitement, pas de contre-indication pour les autres vaccins. Pour Sputnik, il faut que ce soit sous prescription. Pour les maladies auto-immunes évolutives et les cancers sous chimio, c'est contre-indication pour Sputnik. Ce n'est pas pour les autres vaccins.
Donc, voilà, concernant les contre-indications, mais je peux fignoler plus parce que, et vous donner une liste plus exhaustive avec plus de données. Voilà. Donc, là, je parle d'un autre volet, c'est la différence entre l'infection naturelle et la vaccination. C'est une étude qui a été donc publiée dans Lancet le 25 février et qui montre qu'est-ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont pris des personnes, des citoyens qui ont été déjà infectés par le SARS-CoV-2 et guéris, et ils ont pris d'autres personnes naïves. Et ils ont injecté donc une dose de Pfizer à des personnes naïves, la première dose de Pfizer à des personnes naïves, et la dose, donc première dose aussi de Pfizer, aux personnes donc, qui ont déjà été infectées. Et la réponse humorale et cellulaire était plus importante chez les personnes donc, qui ont été infectées. Et ces personnes-là donc, ont développé des anticorps neutralisants, etc. Et une réponse cellulaire. Ceci, donc, la conclusion de cette étude, c'est qu'il faut favoriser, vraiment favoriser les personnes naïves. Il faut, il faut tout d'abord commencer par vacciner les personnes naïves pour pouvoir les protéger des formes graves. Parce que les personnes qui ont déjà été infectées sont protégées pour au moins 6 mois. Et donc, c'est très important dont la priorité de vacciner les personnes qui n'ont pas été infectées et qui sont vraiment beaucoup plus vulnérables devant l'infection pour éviter les formes graves. Et après, bien sûr, on peut donc donner cette dose de rappel donc pour les personnes qui ont déjà été infectées. En Tunisie, ça vient d'être décidé. Donc maintenant, c'est 6 mois après une infection qu'il va y avoir une dose de rappel donc, de vaccin. Donc, une seule dose 6 mois après l'infection. Et là, je tiens à expliquer une chose parce que je vois partout mes collègues médecins qui cherchent à doser leurs anticorps. La sérologie, elle est indiquée dans 3 cas. Elle est indiquée lorsque il y a quelqu'un qui présente des signes très évocateurs de Covid et qui a une PCR négative. Elle est indiquée dans les enquêtes donc, nationales. Par exemple, actuellement, on est en train de faire donc, une enquête nationale pour voir le taux d'infection du SARS-CoV-2 en Tunisie, parce que le facteur erreur est dilué dans une enquête nationale. Et la troisième indication, c'est la recherche. C'est les seules et uniques indications de la sérologie. Ça n'a aucun sens d'aller doser les anticorps pour voir si on est encore donc protégé ou pas. Pourquoi? Parce que ne pas avoir d'anticorps ne veut pas dire qu'on n'a pas d'immunité. Et je vous ai parlé et reparlé de l'immunité cellulaire qui est la plus importante. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que les protéines S, IgG, IgM sont normalement corrélées avec les anticorps neutralisants, mais ce n'est pas systématique. Et ce qui est important, c'est les anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants, on ne peut pas les doser avec une sérologie normale. On peut les faire que dans une P3. D'accord? Une P3, il y a une un truc pour être totalement considéré comme P3 et donc dans le service de virologie. Et vraiment, on n'est pas en train de faire donc des dosages d'anticorps neutralisants. Donc, pour moi, c'est important de dire ça. Maintenant, je vais passer aux variants. Donc, les variants, comme vous voyez, c'est vraiment un jeu d'échecs entre la science, là, c'est un médecin, mais c'est la science, et le coronavirus, parce que c'est une lutte pour la vie.
comme nous, on lutte pour notre vie, le virus aussi lutte pour sa vie. Et les variants, c'est une forme donc, de lutte pour la vie. C'est quoi un variant, en fait? C'est quand un virus, un virus infecte l'organisme, il se réplique. Donc voilà, donc là, vous avez le virus qui se lie à la membrane de la cellule, il pénètre donc la cellule et libère son génome, l'ARN dans la cellule, et après, donc, le noyau de la cellule réplique ces ARN viraux. Il va répliquer ces ARN viraux, et durant la réplication, des mutations du code génétique peuvent survenir. Ces mutations donnent de nouveaux caractères du virus, mais toute mutation n'est pas un variant, parce que je vous ai dit, ça se fait de manière aléatoire, cela veut dire que son génome, son matériel génétique change, cela donne des versions un peu différentes du virus. On a d'ailleurs identifié à peu près 4000, je ne dirais pas variants, parce qu'il y a 20 000 mutations, mais 4000 différents SARS-CoV-2, mais on peut dire variants, mais pas VOC, mais ils arrivent que ce qui est le plus important, c'est que quand les mutations modifient la manière avec laquelle le virus se comporte. Donc, ce n'est pas un simple variant, c'est un VOC, c'est Variant of Concern. C'est un variant proprement dit, c'est-à-dire c'est là qu'il devient inquiétant parce qu'il change son comportement. Parce que des variants, il y en a, je vous ai dit à peu près 4000, mais ce n'est pas des variants proprement dits, ce n'est pas des VOC. Et là, ce qu'on entend dans les médias et tout, et qu'on parle de variants, là, on parle de VOC. On veut dire VOC, Variant of Concern. Donc, comme tous les virus, donc, le SARS-CoV-2, il entraîne ces mutations. Elles ont généré depuis 2020 quelques variants préoccupants. Le reste, je vous ai dit, il y a eu 20 000 mutations, plus que 20 000 mutations maintenant, c'est encore plus, je suis sûre, c'est en fait le séquençage, c'est encore beaucoup plus que 20 000, mais il y a 4 000 variants à peu près, mais les vrais, les VOC sont quelques-uns. Le SARS-CoV-2 a déjà connu des milliers de mutations, donc la majeure partie, donc c'était bénigne. Toutefois, lorsque les mutations atteignent des aspects clés du virus, alors une nouvelle souche de virus apparaît, c'est alors qu'on peut parler véritablement de variant qui a des caractéristiques plus ou moins différentes du virus dont il est issu. Donc, si on compare par rapport au taux de mutation par rapport à la grippe, c'est la moitié. Le SARS-CoV-2 fait la moitié de mutations que la grippe et fait donc le tiers que par rapport à le virus de l'HIV. Le quart, désolé, par rapport au virus de l'HIV. Donc, il mute, heureusement qu'il mute moins, d'accord? C'est déjà ça. Ça a été publié dans Nature aussi. Et donc, les changements intéressent surtout cette protéine spike qui est donc c'est cette protéine-là qui cause tous les soucis. D'accord? Donc, il y a le variant anglais. Là, c'est un slide où j'écris. Il se trouve dans plus de 60 pays. Maintenant, c'est plus de 160 pays. Donc, entre-temps, tellement ce variant donc, il se répand très vite. Donc, en une semaine, déjà, il est à plus de 160 pays. Il y a le variant californien et brésilien qui c'est plus ou moins local. Et heureusement, parce que ils sont un peu plus, ils échappent plus, disons, à la vaccination, mais c'est vraiment local. Et puis, il y a le variant de l'Afrique du Sud qui a une propagation ascendante et qui lui aussi pose problème par rapport donc à la réponse vaccinale. Donc, le variant le plus inquiétant aujourd'hui parce qu'il se répand très, très vite. Donc, c'est le variant B117, le variant anglais, le VOC 2020. Donc, là, il y a, bien sûr, je parle, là, c'est une publication qui parle le variant sud-africain et notamment de cette mutation E484K qui se trouve aussi chez le Brésilien et le Californien et qui est donc la cause de la diminution de la réponse immune
donc chez l'hôte et qui fait que la réponse, elle baisse donc l'efficacité des vaccins, mais heureusement qu'ils diffusent moins. Donc, le vaccin développé par Pfizer semble être efficace contre les variants transmissibles du coronavirus, y compris donc développé par l'Afrique du Sud, mais il reste plus efficace pour les classiques et le variant britannique que celui de l'Afrique du Sud. Pour Astra, donc dans une étude distincte de Moderna dans Neige et aussi donc le vaccin est efficace contre contre le variant anglais, mais une diminution significative des anticorps contre la sud-africaine d'un facteur de 6,4 par rapport au niveau produit contre les versions antérieures du virus. Donc là, c'est les deux publications concernant Moderna et Pfizer qui montrent quand même une efficacité qui reste intéressante pour le variant britannique qui cause le plus de problèmes aujourd'hui, il faut dire, mais qui baisse surtout pour Moderna, pour le sud-africain, attendez, j'ai oublié, pour AstraZeneca, elle baisse pour le variant britannique, mais surtout, elle chute pratiquement pour le variant sud-africain, ça chute à 10%. On n'a pas des données pour Sputnik et on n'a pas des données pour Novavax et pour Johnson & Johnson. La réponse reste la même avec les variants parce qu'ils ont eu la chance de développer leur phase 3 alors que les autres alors que les variants commençaient à exister et tout. Donc, ils ont modifié certaines choses de telle sorte qu'aujourd'hui, ils sont efficaces contre les variants. Pour AstraZeneca, c'est vraiment sa chute à 10% contre le variant sud-africain. C'est ça qui est un peu gênant. Concernant, il y a un autre variant que vous avez déjà entendu, donc le variant, pas britannique cette fois, mais breton, et qui est un peu inquiétant parce qu'il semble un peu plus virulent, mais on n'a pas plus de données pour le moment, donc c'est en train d'être étudié. Concernant maintenant la vaccination, donc finalement, on a eu ce début de vaccination en mars 2021. Donc, début mars, on a eu les 30 000 doses de Sputnik et on a parmi nous, donc 15 000 personnes vont être vaccinées avec Sputnik. On a déjà des vaccinés parmi nous, des chanceux parmi nous. Le 17 mars, donc, on a reçu les 93 000 doses de Pfizer pour 46 000 personnel de santé, parce que la première dose de COVAX est destinée pour le personnel de santé. Aussi, durant le mois de mars, on va avoir la première tranche de doses de Pfizer, donc 80 000 normalement. On a 2 millions de doses achetées par la Tunisie, donc 1 million de personnes. J'ai su aujourd'hui qu'on va aussi probablement faire d'autres commandes de Pfizer. Sinon, on a des doses d'AstraZeneca, si ça va être reconduit et donc sont aussi, on va attendre selon COVAX, sont aussi promises. Il y en a même fin mars, donc un demi-million de doses en tout. On aura, c'est une promesse, on ne sait pas encore, des doses de Johnson & Johnson, d'AstraZeneca, donc 1 million de doses en tout par CDC Afrique. Et on a aussi, donc normalement 500 000 doses de Sputnik, donc pour 250 000 personnes aussi en Tunisie bientôt. Donc voilà ce que je sais, ce que j'ai comme données concernant la vaccination aujourd'hui en Tunisie. C'est le seul espoir pour redonner des couleurs à la vie et pouvoir avoir encore une vie sociale. Il ne faut pas oublier, pour avoir donc l'immunité collective, c'est très dangereux, c'est très, très, très dangereux de laisser l'infection prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a cette immunité via l'infection, il y a l'émergence de mutants. Et c'est ça le grand danger, c'est ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et donc, pour pouvoir gagner la bataille contre le virus, il faut
avoir l'immunité collective avec le vaccin. C'est-à-dire, avec l'enquête sérologique, on va avoir vraiment combien il y a circulé, le taux de circulation du virus donc, dans la population. Si par exemple c'est 20%, je dis 20%, il faut au moins vacciner 50% pour avoir au moins 70% des personnes, au moins, hein, je dis bien au moins pour le SARS-CoV-2, au moins il faut 70% pour atteindre l'immunité collective. Voilà, donc entre il y a un siècle et aujourd'hui, l'environnement a changé, mais le challenge est le même. La science est toujours un seul message, l'espoir. Voilà, merci beaucoup et voilà, j'ai fini et la parole est à vous. Merci, professeur Samar Samoud, pour cette excellente conférence qui a bien détaillé toutes les données de la vaccination anti-SARS-CoV-2. De ma part, donc, je remercie également la Société tunisienne de maladies respiratoires et d'allergologie, ainsi que le laboratoire Abdi Ibrahim pour l'organisation de ce webinaire. Et également, c'est toujours un grand plaisir aussi de partager l'animation de ce webinaire avec notre maître, professeur Ali Ben Khadr. Alors, je passe donc maintenant aux questions. On a en tout 9 questions. Alors, Dr Khaldi donc a posé la question. Est-il dangereux de se faire vacciner si on a eu une forme mineure ou étant asymptomatique dans un délai inférieur à 3 mois? Non, il n'est pas dangereux au fait. Et normalement, quand on a une forme mineure, c'est que ou on a eu une charge virale qui n'est pas importante, dose virale, je dirais plus dose virale, ou que c'est un corps qui a très bien répondu. Donc, il a fait une réponse immune adaptée, je dirais, c'est-à-dire ni exagérée, ni moins. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque de se faire vacciner. La seule chose, c'est que par éthique, vaut mieux, et par intérêt et par priorité, vaut mieux faire vacciner les personnes qui sont naïves parce qu'elles risquent d'avoir une forme grave, c'est tout. Mais il n'y a aucun risque. Ce n'est pas un virus qu'on injecte, c'est pas un virus. Donc, ce délai déjà est rapporté à 6 mois en Tunisie actuellement. Donc, ceux qui ont déjà fait l'infection, c'est après 6 mois, ils vont être vaccinés. Oui, mais il y en a qui se sont vaccinés les trois derniers jours. Donc, il n'y a pas de risque, quoi. Non, il n'y a pas de risque. Il y a une question que je vois devant moi qui se répète, c'est celle du lupus. Oui. Il y a une de nos consoeurs qui dit j'ai un lupus depuis 2017, actuellement j'ai une atteinte rénale sous traitement immunosuppresseur. Est-ce que je peux avoir le vaccin contre le Covid? Et elle peut avoir le vaccin contre le Covid, c'est même recommandé, mais ce n'est pas Sputnik. Donc, il vaut mieux qu'elle ait l'ARN. L'ARN, oui. L'ARN ou AstraZeneca parce que ça n'a pas été, mais pas Sputnik. C'est pas Sputnik, d'accord. Sarah Bousnina. Sarah Bousnina, oui. Voilà. Alors, vas-y, Nasser, tu peux lire. Hein. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que vous entendez par efficacité sur les comorbidités et obésité? Est-ce que ce n'est pas l'immunogénicité? Non, ce que je veux dire, efficacité, ça veut dire que c'est le même effet que chez une personne normale. C'est-à-dire, le vaccin, il va protéger contre les formes graves, il va protéger contre l'hospitalisation, etc. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est efficace. Ce n'est pas quand quelqu'un qui a une obésité ou une HTA, il ne va pas pouvoir, donc, il va avoir une forme grave. C'est ça ce que je veux dire. C'est l'efficacité comme pour les autres personnes. Oui, très bien. Hasna, la question, s'il vous plaît, pour un sujet qui a eu déjà le Covid, vous suggérez combien de doses d'AstraZeneca? Une seule dose. Oui. Oui, c'est ça? Il y a Rim El-Gharbi, puis il y a une question qui est intéressante juste avant de Jamila. Oui. Oui, c'est laquelle? Voilà. Un terrain allergique chez une patiente avec des antécédents d'œdème de Quincke, une réaction cutanée généralisée. Est-ce une contre-indication à la vaccination? Est-ce que c'est une réaction allergique de type œdème de Quincke
un médicament ou à un vaccin? Ou est-ce que c'est alimentaire le problème, vous avez dit iatrogène. Bon, iatrogène, vous voulez dire médicamenteux. Oui. Voilà. Non, parce qu'iatrogène, ça peut être non, je veux dire médicamenteux. Je veux dire médicamenteux. Est-ce que c'est médicamenteux? Donc, si ce n'est pas médicamenteux, on peut vacciner. Si ce n'est pas médicamenteux, pour Sputnik, c'est une contre-indication. Pour les autres, il faut que ce soit sous prescription médicale et suivie. Voilà. Déjà, en conseil pour tous les sujets qui ont eu déjà direction allergique à des médicaments ou autres, si on fait l'injection, il faut qu'il reste une heure. Tout à fait. Et justement, on doit également c'est-à-dire avoir aussi l'adrénaline à côté dans tous les sens. Tout à fait. Bon, mais il faut pas les priver. Si ce n'est pas un constituant du vaccin ou un autre vaccin et autres, il ne faut pas les priver de leur vaccin. Il faut juste… Et c'est vous, les allergologues, vous allez donner la prescription justement du vaccin. Pour Sputnik, c'est une contre-indication. Bon, il y a une question très pertinente. Deux questions. Pour les personnes âgées de plus de 80 ans, c'est ça, oui, 80 ans, quel est le vaccin le mieux indiqué? Bon, je ne peux pas, je n'ai pas une réponse. Hein. Je n'ai pas une réponse. Avant, j'aurais dit, non, pas Pfizer. Pfizer, c'est vraiment jusqu'à l'âge de 65 ans, ça reste le meilleur. Oui. Après, on n'a pas trop de données. Mais après, les études de vie, donc les enquêtes de vie qui ont eu lieu en Angleterre et en Écosse, les États-Unis n'ont pas encore leurs données, mais ceux d'Angleterre et de l'Écosse, on voit que Pfizer, AstraZeneca, alors qu'AstraZeneca au début c'était jusqu'à l'âge de 55 ans, est très efficace. Sputnik aussi semble efficace parce que je vous ai dit que l'étude a inclus jusqu'à 92 ans. C'est vrai que c'est un petit nombre, mais jusqu'à 92 ans. Donc, je dirais Sputnik, AstraZeneca peut-être avant, mais pourquoi pas Pfizer? Oui, c'est bon. Les trois peuvent être… Bon, il y a deux questions pertinentes. Oui, docteur Shermiti, je crois. Elle a posé la question, hein? C'est ça, Sali. Il y a Shermiti. Oui. Shermiti, elle a posé une question, oui. Oui. En cas de vaccination anti-Covid chez une personne porteuse asymptomatique du SARS-CoV-2, quel risque? C'est-à-dire quelqu'un qui a fait, par exemple… Il n'y a pas de grand risque. Il n'y a pas de problème. Il vaut mieux, si elle sait qu'elle est porteuse, elle ne va pas faire le vaccin. Mais s'il y a eu le vaccin par erreur ou parce qu'elle ne s'est pas rendue compte, il n'y a pas de problème. Bon, il y a deux questions intéressantes à mon avis. La première, celle de Majd Beji qui nous dit, on sait qu'il y a le polyéthylène glycol qui est présent dans le vaccin de Pfizer. C'est lui qui sert de support en fait à l'ARN. Et on sait, nous, en allergologie, que c'est un des allergènes majeurs, si tu veux, du risque du choc anaphylactique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce vaccin? Qu'est-ce qu'il peut être contre-indiqué chez les personnes porteuses d'allergie? C'était très clair. S'il y a une allergie sévère, hein, je dis bien une allergie sévère à un des composants, c'est une contre-indication absolue, je l'ai dit. Mais vraiment une allergie sévère, si c'est une simple allergie, une allergie moyenne, eh ben, il faut, l'allergologue va donner donc l'autorisation pour qu'il soit vacciné et il va être dans un milieu médicalisé et on va le suivre. Sur le plan pratique, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 cas de choc anaphylactique sur 1 million. D'accord? Je l'ai dit, pour Pfizer. Et 3 pour Moderna. Donc, mais une réaction sévère à l'un des constituants est une contre-indication absolue pour Pfizer. Bon. L'autre question qui me paraît intéressante et même hyper pertinente, même si le problème de sévérité de l'allergie, c'est quelquefois plus la sévérité de l'allergène que la sévérité de l'allergie. Parce que si vous avez un allergène sévère, il peut donner une allergie sévère. Oui. Mais vous avez aussi des réactions de l'organisme qui sont sévères. C'est un problème qui n'est pas bien défini. Le terme de sévérité de l'allergie, bon, c'est un terme… Mais c'est ce que j'ai dit, si vous vous rappelez, c'est Ali, j'ai dit que maintenant l'Institut américain d'allergie, il est en train d'étudier la question. Donc, je pense qu'on va avoir une réponse d'ici là. Mais nous aussi, on peut donc élaborer la réflexion ensemble. Bon, l'autre question qui me paraît intéressante, oui, aussi, je vais vous donner la parole, Sinas.
c'est Oui. qu'on vous dit dans la discussion, parce qu'il y a les questions et les discussions, dans la discussion, on nous dit la chose suivante. Comment vous expliquez que plus on avance en vaccination en France, et plus l'épidémie semble être peu maîtrisée ou la pandémie semble être peu maîtrisée? Ce n'est qu'un effet, ça n'a rien à voir avec la vaccination. En fait, c'est lié au variant anglais. Et c'est ça et ça m'inquiète beaucoup en Tunisie, je le dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le variant anglais se répand de manière très, 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 très vite. Mais il prend entre 6 et 8 semaines avant de s'éclater. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Parce qu'on sait que 95%, ce sont des formes bon, pas sévères du tout, ou asymptomatiques, surtout c'est des jeunes et tout, ou c'est des formes vraiment, bon, c'est un peu une petite grippette, donc on ne se rend pas compte. On ne se rend compte que des 5%. Donc, au début, le nombre de formes sévères n'alarmait pas. Mais au bout de 6 à 8 semaines, il y a eu l'explosion du variant anglais. Donc, il faut pas, on n'est pas en train non plus de vacciner des millions encore. C'est-à-dire, en France, on est encore un peu à la traîne. Ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas le même nombre d'habitants, le nombre de citoyens. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire, s'il vous plaît, essayez de faire le maximum de gestes barrières. Et je suis même pour un genre de confinement, je ne sais pas, mais avant Ramadan, avec tout ce qui se passe, et avec l'existence du variant anglais aujourd'hui, et comment on sait que ça explose entre 6 et 8 semaines, si on veut vraiment réussir la vaccination, il faut un taux très faible d'incidence du virus. Et donc, ça, c'est primordial pour la réussite. Vraiment, ça n'a rien à voir ce qui se passe en France, en Jordanie maintenant, en Égypte, dans d'autres pays européens, en Italie. C'est la propagation du variant anglais qui est la cause. Notre question, je crois. Et autre chose aussi, il faut le dire, je vous ai dit, il y a un peu le variant sud-africain en France, c'est à peu près 7-8% maintenant. Et le variant sud-africain, le vaccin AstraZeneca, il est efficace seulement à 10%. Et le vaccin qui est le plus utilisé en France, c'est l'AstraZeneca. Et c'est vrai que le sud-africain, c'est 7-8%. Excusez-moi, pardon. Oui, une autre question, pour les patients sous syndrome, comment faire les injections en IM? Je ne pense pas qu'ils sont IM. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut passer, pour tous les vaccins, il faut passer je sais qu'il y a aujourd'hui, au fait, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des recommandations par rapport aux anticoagulants. Je peux vous les envoyer, mais je n'ai pas, ça c'est plus les cliniciens que moi. Non, sur le plan pratique, je peux vous dire, quand vous allez dans les centres de vaccination, la première question qu'on vous pose, est-ce que vous êtes sous anticoagulants? Sinon, ils ne font pas de vaccination. Pour eux, dans les centres en Tunisie, une des questions qui m'a été posée, est-ce que vous utilisez? J'ai dit non. Bon, c'est réglé. Sinon, si vous utilisez du Syntran, ils ne font pas d'injection. C'est clair. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une recommandation par rapport aux anticoagulants. Je peux vous la donner. Hein. Il y a eu une recommandation aujourd'hui, mais je ne sais pas exactement. Il y a un truc, mais il y a une recommandation. Samar, justement, moi, ce problème du variant britannique le variant britannique, c'est une mutation naturelle qui peut exister chez nous. Ça va donner c'est une forme, en fait, de mutation qui a été découverte en Grande-Bretagne, mais qui peut se faire naturellement chez nous sans avoir des gens qui viennent de Grande-Bretagne pour l'emmener. Dans la logique naturelle du virus. Pas sûr. Pourquoi? Parce que, justement, il y a eu nous, en tout cas, il est là en Tunisie. Hein. Mais il a été importé, par preuve. Donc, il a été importé. Le problème, c'est que on a plus de variants quand il y a une très grande circulation du virus. Et en Grande-Bretagne, il y a eu une grande circulation du virus. Nous, je ne pense pas qu'on a eu cette grandeur de variation de circulation du virus, mais de toutes les manières, je ne peux pas juger. C'est l'enquête nationale qui nous donnera le taux exact de la circulation. Monjixi pose une question intéressante. Le délai de 6 mois n'est-il pas trop long? Je vois quelques cas de récidive sévère dans un délai moindre de 3 mois, par exemple. C'est vrai qu'on a vu des rechutes
de Covid dans 3 mois après. J'ai une femme, moi, qui a fait 3 Covid en 6 mois. Bon, la définition de l'OMS maintenant, c'est que dans le délai de 3 mois, c'est une seule infection. D'accord? On parle d'une seule infection. Durant les 3 mois, c'est une seule infection. Ce ne sont pas 2 infections. Après, comme je vous ai dit, je vous ai montré l'étude qui montre la meilleure réponse immune, de très loin meilleure, donc, qui a été publiée dans Lancet, entre les personnes naïves et les personnes naïves et les personnes donc, qui ont eu le virus. Après, c'est une décision. Nous, franchement, on était entre 3 et 6 mois. On voulait 3 mois. Après, il y a eu une décision pour 6 mois. C'est une décision comme une autre. Pas... On a une collègue du Maroc qui nous répond chez nous au Maroc, pour les gens sous Saint-Tran, une injection lente avec aiguille fine. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est aussi ça ce qui a été donc préconisé en Tunisie, mais j'avais pas. C'est ce que je pense avoir lu aujourd'hui. En tous les cas, moi je vous dis sur le plan pratique. Tfadl, si Ali, je m'excuse. Justement, pourquoi il y a eu cette décision? Parce qu'il y a eu le retour des centres, justement. Donc, il y a eu plusieurs questions et c'est comme ça qu'ils ont pris cette recommandation. Mais moi, je n'ai pas retenu totalement, donc je ne voulais pas avancer une chose dans ce... Mais je suis d'accord avec la collègue marocaine. Vas-y, c'est Nasser. Il y a Sarah Abdelrahman qui a posé la question. Je suis suivi pour une hyperréactivité bronchique et je suis sous corticoïdes inhalés. Je suis allergique à la pénicilline augmentante et en 2009, j'ai eu une insuffisance rénale aiguë à cause d'une dose d'érythrocine. Pour la vaccination, est-ce que... Oui, est-ce que... En tout cas, pas avec... Ce qui est sûr, c'est pas avec le Sputnik, ça c'est sûr. Après, si un de mes collègues allergos prend le risque avec les autres vaccins et de la suivre de près et tout, elle peut être vaccinée, c'est tout. Mais c'est pas évident, c'est à vous de prendre la décision. Pour Sputnik, c'est une contre-indication. Oui. Barbi, je voulais te demander, et moi-même, tu avais tout à l'heure, parce que j'avais perdu le fil, parlé des 3 raisons de faire le dosage des anticorps, c'est ça? Sérologie des anticorps. À part la recherche, les 2 autres, Shnouma? La recherche, une enquête nationale, oui. Et puis dans le cas où il y a des symptômes très évocateurs de Covid, avec PCR négatif. Avec PCR négatif. Moi, je voulais te poser juste une question aussi dans le même sens. Est-ce que ça serait intéressant maintenant qu'on a plusieurs vaccins, qu'on est un petit pays, qu'on a beaucoup de cols blancs, est-ce que c'est intéressant d'étudier à travers justement des réactions sérologiques l'efficacité des vaccins? Parce que je pense que si on fait un travail pareil, ça va être un travail très, très coté au niveau mondial. C'est en train d'être étudié par... c'est vrai, les virologues, ils veulent le faire, nous aussi. Donc, il y a un combat entre vous. Moi, je pense qu'il faut absolument le faire. Tfadl, si Nasser, bien sûr, mais je ne vais pas... Oui, juste d'autres questions. يقولهم. Oui. Bon. Voilà. أنا شفت سي Je زهير crois qu'on a il a dit par répondu à la rapport... majorité de ces questions. Hein. J'ai vu سي زهير, il écrit par rapport à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas هكا تعدى, mais pourtant, je ne sais pas ce qu'il a écrit. Mais, Est-ce que je peux poser la question directement? Oui, allez-y, monsieur. Voilà, en fait, alors, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette souche sud-africaine, mais sauf que quand on voit les courbes actuellement en Afrique du Sud, et ils sont actuellement en baisse, ils ont pratiquement les mêmes chiffres que nous. Alors, je ne sais pas, on a fait de ce monstre, de cette souche, un monstre, mais on ne voit pas sur le terrain, vraiment, ça ne correspond pas à ce qu'on voit actuellement sur le terrain. Au fait, le problème du variant sud-africain, c'est pas qu'il est... Le variant sud-africain, sa caractéristique, c'est qu'il répond très mal au vaccin. Alors que nous, la seule manière de pouvoir réellement maîtriser la pandémie, c'est la vaccination. C'est ça le problème. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire que l'infection naturelle, et c'est ce qui est passé en Afrique du Sud, l'infection naturelle, c'est-à-dire si nous, aujourd'hui, on va lâcher, on ne fait rien,
On ne fait rien et on va attendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des vagues, ça va de soi. Donc, il va y avoir des pics et puis, donc un déclin, puis un pic, puis un déclin. Mais dans ces pics et ces déclins, il va y avoir la possibilité d'émergence de variants encore plus graves et plus meurtriers, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est juste qu'il est dans le déclin d'une vague. C'est tout. Et en quoi, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. S'ils restent sans vaccination, eh ben, ça va reflamber après. Mais la différence, c'est que ce variant, ce qui embête par rapport à ce variant, c'est qu'il ne répond pas à la vaccination. C'est pour cela que Novavax, par exemple, les Johnson & Johnson et tout, ils ont changé, donc ils ont amélioré de telle sorte qu'ils répondent aux variants sud-africains. Pfizer et Moderna, c'est bon maintenant. Donc c'est ça ce qui est, c'est ça ce qui inquiète. AstraZeneca, ça a beaucoup baissé. Donc après, il faut que ça change. Si par hasard le variant sud-africain, il devient celui qui est le plus prépondérant, c'est tout. Une petite question, puisque tu parles de cela. Est-ce que ça ne serait pas intéressant, par exemple, si on a à proximité voilà, un variant très particulier, est-ce qu'on peut faire un vaccin binomique, c'est-à-dire qu'on met en même temps une protéine du variant, une protéine du commun? Est-ce que 2 protéines en même temps, c'est quelque chose de faisable techniquement ou pas? Je n'ai pas compris. 2 protéines? C'est-à-dire je prends le vaccin protéinique. Si au lieu d'introduire un fragment de la protéine S d'un seul vaccin, d'un seul mutant, on fait de 2, du commun et du variant. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Au fait, c'est ce qu'ils font à peu près. C'est-à-dire qu'ils font de sorte qu'il y a les antigènes contre les mutations qui a eu lieu. Donc, c'est juste la même protéine, mais ils changent les séquences. Ils changent les séquences, voilà. Il y a une autre question sur laquelle on est en train, si Nasser, de vous harceler, il faut que vous puissiez… C'est pour les patients qui ont une thrombophilie, particulièrement un déficit en antithrombine. Est-ce qu'il y a des complications thromboemboliques de vaccin? Oui, par rapport, par exemple, à AstraZeneca, oui, ça peut poser des problèmes. Ça, vraiment, il y a certains patients que ça va être du cas par cas, d'accord? Donc, mais en général, pour AstraZeneca, oui, puisqu'on a parlé qu'il y a des problèmes, justement, oui, ça peut poser des problèmes. Il y a une autre chose, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des vaccins pour les gens âgés de plus de 70 ans? Le vaccin est-il efficace? Pour plus de 70 ans, je vous ai dit déjà Pfizer jusqu'à 75, c'est très bien. Après, maintenant, on a dit que pour Sputnik et pour AstraZeneca, les enquêtes de vie ont donné de bonne efficacité, même chez des sujets de 80 ans et plus. Après, si vraiment c'est un sujet très âgé et très taré, là, ça peut poser des problèmes. Parce que, est-ce qu'il a mais des sujets âgés, il n'y a pas de souci, ils peuvent avoir les vaccins ARN messagers, les vaccins AstraZeneca, Sputnik, il n'y a pas de souci. Et Sputnik semble très bien aussi. Dans la discussion, il y a une autre question. Donc, à la fin, après votre cours, il y a bien des vaccins immunisants et d'autres non. Je ne dirais pas des vaccins immunisants et d'autres non. Je dis que les coronavirus, et le SARS-CoV-2 en particulier, est un virus très particulier qui ne donne pas des anticorps totalement neutralisants et il a besoin d'une immunité humorale et cellulaire. Et les vaccins qui peuvent réellement protéger sont les vaccins qui donnent une immunité humorale et cellulaire. Donc, que ce soit je suis pour, personnellement, je le dis, je suis vraiment pour les plateformes nouvelles et novatrices et c'est un miracle de la science et dans 10 et 20 ans, c'est vraiment, c'est excellent. On est en train de vivre scientifiquement quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que même les vaccins classiques, si on leur ajoute, on modifie un peu la plateforme, comme pour Bharat, pour le vaccin indien qui a virus non actif, et on a ajouté de telle sorte de stimuler TLR7 et 9, et aussi
pour donc, le Novavax, où c'est une protéine recombinante, mais qu'on a fait de sorte qu'elle soit donc entourée par capsules lipidiques, et comme ça, on a activé aussi la réponse cellulaire, eh ben, c'est pas. Mais c'est vrai que les vaccins non actifs classiques comme Sinovac, ça donne juste une réponse humorale. Oui. Question, je crois. En Tunisie, on a commencé donc la vaccination avec Sputnik, mais on ne connaît pas son effet sur les variants. Est-ce qu'on sera vraiment protégé? Je vous pose la question. Donc, on a commencé avec le Sputnik, mais on ne sait pas. Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas répondre. Oui. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Bon, j'ai une question, moi, qui est un peu, c'est-à-dire perturbe un peu le collègue, parce qu'on va introduire quand même, si vous voulez, le vaccin Pfizer. Bon, je me dis que si c'est une plateforme qui ressemble beaucoup à celle d'AstraZeneca. Oui. J'ai une question concernant tout simplement, il y a toujours une hésitation des collègues, des médecins même, concernant le vaccin Pfizer. Et surtout ce problème d'ARN messager, s'il y a une transcriptase reverse et si cet ARN messager est transformé en ADN et s'il est intégré avec l'ADN humain. On suppose que ça se passe. Quelles sont les conséquences tout simplement? Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Ce n'est même pas de la science-fiction. Je vais vous dire un truc, je ne vais pas vous inquiéter, mais s'il y a un risque, un petit risque de 0,01, ça se passe avec Sputnik et AstraZeneca, mais pas avec l'ARN messager. Pourquoi? Parce que ça utilise un adénovirus qui s'introduit au niveau c'est vrai que c'est non réplicatif et tout, mais qui s'introduit au niveau du noyau. Ça ne va pas se passer non plus. Hein. Mais je veux dire, si vraiment il y a un risque 0,0001. Mais avec l'ARN messager, il n'y a aucun risque. Il peut avoir autre chose. Il peut avoir des réactions anaphylactiques. Il peut avoir, je vous ai dit, on va suivre les effets secondaires à long terme. Mais pour cela, c'est zéro risque. Et ça ne peut pas se supposer. Parce que je vous ai dit, même, c'est vraiment un ARN messager très simple de structure, qui est primo très fragile, donc très vite il va être décomposé après, donc avec les particules qui l'enveloppent, il est encapsulé, comme je vous ai dit, et il n'a pas la possibilité de se brancher, même si vous avez le virus de l'HIV en même temps et qu'il a la transcriptase inverse, il ne peut pas se brancher dessus, il n'a pas la prise pour pouvoir se brancher, donc zéro risque. Bon, de toute façon, il n'y a pas de risque du tout. Moi, j'ai deux questions. Aujourd'hui, j'ai parlé à mon médecin traitant. C'est un anonyme. Hein. Elle m'a demandé de parler au professeur Samoud. Si je peux faire le vaccin, je suis infirmière. Alors, pour la personne qui a écrit ça, si elle peut déterminer son âge ou ce qu'elle a, mais qu'est-ce que vous voulez que vous dise, docteur Samoud? Si vous ne donnez pas d'autres... si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas, si ceci, cela. Donc, il faudrait peut-être aller la voir à l'Institut Pasteur. Elle est enceinte? Non, non, je ne sais pas. Elle n'a donné aucune... elle n'a rien donné. Elle n'a rien donné. Rien donné. Elle a écrit juste aujourd'hui. J'ai parlé au médecin de traitement. Il m'a demandé de parler au professeur Samoud. Si je peux faire le vaccin, je suis infirmière. Point. Je peux vous dire. Ben, si elle est infirmière, elle n'a pas de et elle va faire le vaccin, bien sûr. Voilà. Hejr Khaldi te pose la question suivante. J'ai eu 0 effet avec ma première dose. Est-ce que mon système immunitaire est chaotique? Non, non, non. Non, non, pas du tout. Ben, elle a la chance j'espère avoir la même chose qu'elle. Elle a la chance de ne pas avoir des effets secondaires, heureusement pour elle. Mais bon, on ne sait pas pour la deuxième dose. C'est vrai qu'AstraZeneca, ils disent que c'est la même plateforme qu'AstraZeneca Sputnik. Ils disent que la deuxième dose, c'est encore moins que la première. Donc, normalement, c'est bon pour elle. Qu'est-ce que je voulais? Alors, avant de donner la parole à Sina, parce qu'on est obligé de conclure, il y a trop de questions. On a répondu, en fait, au gros des questions. Tout le monde me pose la question, est-ce que ça, c'est à Zohair et à Maalej et à Shermiti et Madame Hamzaoui aussi, est-ce qu'on peut revoir sur la plateforme ce que vous avez dit? Est-ce qu'on peut
est-ce que ça a été enregistré ou est-ce qu'on peut revoir ça sur la plateforme? Parce que tout le monde me demande est-ce qu'on peut revoir ça? C'est très intéressant, c'est très intéressant. Ben, moi, je vous le donne, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas c'est à Zohair d'intervenir pour me dire. C'est en cours d'enregistrement et on va la voir. Hein? Ça s'enregistre et on va récupérer par la suite la vidéo. Donc, on peut la projeter après dans le cadre. Tout à fait. Tout à fait. Nawel Cheouch me dit j'ai eu des effets secondaires très marqués. Est-ce que ça sera pire au cours de la deuxième dose? Je ne sais pas, Nawel, mais ce que je sais, c'est que je ne sais pas parce que avec Sputnik, on n'a pas les données. Franchement, on n'a pas les données. Ce que je sais, c'est que c'est une plateforme qui ressemble à celle d'AstraZeneca. Pour AstraZeneca, la première fois, les effets secondaires sont plus importants que la deuxième. Pour les ARN messagers, c'est le contraire. Donc, normalement, tu vas avoir moins, mais ce n'est que par la logique. Je n'ai pas la réponse. C'est bien, est-ce que vous pouvez conclure? Oui, juste une question, c'est-à-dire le virus va continuer c'est-à-dire à rester avec nous. Tout simplement, quel est le rythme de vaccination préconisé après la deuxième dose, s'il va rester encore? Au fait, selon les expériences et selon les premières données, on pense qu'on va pouvoir se vacciner tous les 3 ans, 3 à 5 ans. Mais ce n'est que ce que les études se penchent maintenant vers entre 3 et 5 ans. On ne sait pas encore, ça pourrait être moins ou vraiment 5 ans. Donc, je ne peux pas donner une réponse claire, mais selon ce qu'on sait par rapport à SARS-CoV, MERS-CoV, aujourd'hui, les données qu'on a pour SARS-CoV-2, peut-être ça serait une vaccination tous les 3 ans. Oui. Salut, donc on va conclure. Merci. Moi, je vais remercier Samar parce qu'elle a été superbe, remercier la société, remercier tout le monde. Et puis, je te laisse conclure quand même parce qu'il faut qu'on remercie même les participants parce qu'ils ont donné une vie, une âme à ce débat. C'est Ali. Oui. Vous m'entendez, c'est Ali? Oui, on vous entend. Si vous permettez, vous êtes modérateur, mais vraiment, j'ai une question qui circule sur Facebook et j'aimerais bien que Dr Samoud pourra nous donner une réponse. En fait, si vous permettez, je peux la poser? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, parce que vraiment, ça a sollicité plusieurs discussions. En fait, concernant les personnes qui ont eu la COVID, donc ils vont recevoir une seule dose de rappel. Alors, certains disent qu'avec le Sputnik, ce n'est pas le vaccin idéal pour avoir une seule dose de rappel, puisque à chaque dose, c'est fait par chaque dose, c'est un type d'adénovirus. Et donc, ce n'est pas l'idéal pour l'utiliser pour ceux qui vont recevoir une seule dose. Voilà. Est-ce que c'est... J'aimerais bien que vous éclaircissiez ce point parce que ça a sollicité une grande discussion. Oui. En fait, aujourd'hui, je vais répondre. Non, avant de répondre, justement, il y a eu autre chose, c'est-à-dire comment s'est fait le choix chronologique des adénovirus. Qui a-t-on choisi le premier, pourquoi, et le second? Ça n'a aucune importance. Non, mais ça, tu réponds à tout. Hein? Ça n'a aucune importance. Pourquoi ils ont utilisé? En fait, il y a deux choses. Au fait, on avait peur d'une immunité, d'une réponse immune préalable par rapport à un adénovirus. Donc, on a pris des adénovirus, d'autres adénovirus peu fréquents et humains par rapport à Sputnik. Et bien sûr, qui sont donc non actifs, non réplicatifs. Et on a utilisé 2. Pourquoi? Parce qu'à 3 semaines d'intervalle, si on utilise le même, on peut avoir, donc il peut reconnaître l'adénovirus et développer quand même une réaction contre. Il ne va pas y avoir une réponse immune adaptée et à la réponse qu'on attendait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la décision a été prise que pour les personnes qui ont eu le Covid, ils ne vont pas recevoir le Sputnik. Pas parce qu'il n'y a aucun problème avec Sputnik. Ils peuvent prendre la dose et aucun problème. Sauf que parce que c'est 2 types d'adénovirus, comme il a dit professeur Ali, donc maintenant, c'est Ali. Donc, s'il va prendre donc la première dose bleue, par exemple, un adénovirus, l'autre dose ne va pas être utilisée pour une autre personne.
C'est pas comme Pfizer ou AstraZeneca ou autre, où les deux doses sont identiques, c'est la même chose. Mais qu'on puisse prendre la première dose donc avec un adénovirus 1 et pas 2 ou le contraire, ça n'a aucun sens. Et cette décision a été prise juste question de logistique et pour ne pas perdre les doses. Sinon, la personne peut recevoir le Sputnik, une seule dose de Sputnik, il n'y a aucun problème. C'est juste pour ne pas perdre l'autre dose qui est d'un autre type d'adénovirus. Donc, pas d'impact sur l'efficacité, c'est ça. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'efficacité, rien à voir. C'est une question de logistique. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est plus clair maintenant. Merci. Voilà, Sina, ça on a fait 2 heures quand même, mais on a fatigué Samar. Finalement, donc, on remercie professeur Samar Samoud. On remercie aussi la Société tunisienne de maladies respiratoires et d'allergologie. On remercie également Salih Ben Khater également pour l'animation de ce webinaire. Et je remercie également l'assistance et pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Merci à tous. Merci à la société, à la caméra.